Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom du jour. Nous sommes aujourd'hui avec François Garçon. Bonjour monsieur. Bonjour. François Garçon, vous êtes docteur en histoire. Vous avez travaillé 20 ans dans le secteur privé. Vous êtes actuellement président de Démocratie directe pour la France. Vous publiez, François Garçon, cet ouvrage, France, démocratie défaillante. Il est temps de s'inspirer de la Suisse, publié chez L'Artilleur. Alors François Garçon, depuis des années, la France décline. D'où vient la défaillance de notre mode de gouvernance et de notre démocratie plus généralement? Alors, le ressort de cette décadence, puisqu'on peut parler de défaillance, mais également décadence, je pense que d'une part, c'est dans le recrutement de l'élite politique qui dirige le pays, mais élite politique qui, on le voit avec les phénomènes de pantouflage, rétro-pantouflage, est également une élite économique, hein. Donc, on a les mêmes incompétents qui dirigent le pays, qui ont la capacité à aller infecter le milieu économique. Donc c'est une tragédie française puisque on peut voir qu'ils sont affectés d'une impunité quasi totale, puisque lorsqu'après avoir mis une société en faillite, qui peut être le Crédit Lyonnais, qui peut être Vivendi, qui peut être Areva, on les voit éternellement se situer au-dessus des nuages, c'est-à-dire à une zone où rien ne peut les atteindre. Donc je pense que c'est foncièrement le ressort du déclin français, c'est d'être un pays qui est dirigé, qui est gouverné par des gens dont l'incapacité n'est pas sanctionnée. Je pense que ça donne une arrogance sans limite à des gens qui sont capables de tout, et notamment d'innover dans les secteurs les plus stupides et de la manière la plus idiote, sans que jamais le rappel au réel leur soit fait. Donc je pense que la cause principale du déclin, de la décadence française, c'est la mauvaise gouvernance dont sont responsables ceux qui sont aux commandes. Comment, François Garçon, justement, vous le disiez à l'instant, comment vous expliquez le fait que ces élites ne soient jamais sanctionnées quand elles sont à l'origine d'une faillite d'entreprise ou d'une mauvaise réforme? Je pense qu'elles ne sont jamais sanctionnées parce qu'elles prennent soin justement d'échapper à toute sanction. Oui, mais il y a un droit en France quand même. Il y a un droit en France, je ne veux pas m'étendre sur cette question-là. Je note simplement d'un point de vue extérieur que il se débrouille pour ne pas se sanctionner et il se débrouille surtout pour se rattraper au moment où il pourrait l'être, hein. Quand je vois par exemple une Anne Lauvergeon que je découvre en lisant Le Point, qu'elle figurait dans le conseil d'administration de Danone, je crois, je pense quand même c'est dramatique, c'est dramatique. Je pense que logiquement, dans un pays qui fonctionne de manière rationnelle, quelqu'un qui a commis un nombre aussi incalculable d'erreurs aussi coûteuses au plan économique et au plan social, cette personne doit repartir au bas de l'échelle et doit faire la preuve de sa compétence avant de se retrouver à des postes décisionnels aussi, aussi décisifs. Je pense que donc, pour reprendre à votre question, on a vraiment en France, et je pense que vous ne retrouvez pas ça en Suisse, vous ne retrouvez pas ça aux États-Unis. Aux États-Unis, quand quelqu'un commet des malversations, on le retrouve en prison, hein. Regardez, Madoff, je crois, c'était 150 ans de prison, mais vous pouvez voir une quantité incroyable de grands patrons qui sont passés par la case prison, mais de la prison ferme, quand on voit un ministre du budget par miracle, échapper à la prison ferme après avoir menti devant la représentation nationale de la manière la plus éhontée. Je pense que ça, Et à Usac. c'est des modèles de comportement qui sont dramatiques pour, puisque l'exemplarité là est bafouée. Donc voilà, donc là, pour répondre à votre première question, je pense qu'on a une élite dirigeante. Je mets élite parce que ce sont eux qui tiennent les rênes du pouvoir, mais cette élite ne mérite pas, à mes yeux, cette caractérisation. Je pense qu'on a une élite qui est calamiteuse. Elle est calamiteuse de A à Z. Vous allez même plus loin,
Vous citez le mépris, l'arrogance, l'entre-soi, le conformisme. C'est même, au-delà de tout ça, c'est l'idéologie dont sont prisonnières toutes ces élites. Alors, c'est moins l'idéologie que la culture dans laquelle ils baignent et les process par lesquels ils sont écrémés et parviennent au poste décisionnel qu'ils occupent. Je pense qu'ils passent tous exactement par les mêmes épreuves, ils sont corrigés par les mêmes correcteurs, euh, euh, ils sont notés selon les mêmes critères, donc on a exactement les mêmes clones qui occupent les Mm. postes décisionnels dans la politique et justement, on en parlait tout à l'heure, pantouflage, rétro-pantouflage, qui passe ensuite à l'économie pour revenir ensuite à la politique. Donc c'est un écosystème, mais qui est apocalyptique. On ne le voit pas parce que la France est encore un pays extrêmement riche, mais on court à l'abîme avec ces gens-là. Et je suis je suis assez pessimiste sur la capacité de cette élite à se modifier, à faire entrer de nouveaux acteurs à ses côtés, parce que tout simplement, elle jouit de tels privilèges et son impunité lui rapporte tant qu'elle n'a aucune raison Mm. de changer de modèle et Dans de le changer style, de bien sûr. braquet. Alors, vous dénoncez le formatage à l'œuvre dans les grandes écoles, dans les classes préparatoires, François Garçon, mais est-ce que vous pensez que les universités feraient mieux? On apprenait l'autre jour, enfin on entendait l'autre jour le ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal dénoncer l'islamo-gauchisme qui régnerait dans les universités. Est-ce que vous pensez qu'elle ferait mieux en la matière, dans le formatage, dans la formation de nos élites? Alors, moi, je fais du benchmarking, je fais de l'analyse comparative. Je note qu'il n'y a pas un autre pays en Europe qui dispose de ce réseau de grandes écoles, de classes préparatoires. Ça n'existe pas. Et je me dis que si c'est un modèle de formation qui est tellement envié par le monde entier, c'est comme les 35 heures. Ça aurait dû être dupliqué dans toutes les démocraties, dans toutes les économies qui fonctionnent bien. Ça ne l'a pas été. Le modèle qui fonctionne bien, c'est le modèle, à mon avis, qui fonctionne le mieux, c'est pas le modèle américain. J'ai écrit un livre il y a une dizaine d'années, ce qui fait une analyse comparative des modèles universitaires. On n'a rien à prendre sur le modèle universitaire américain. Il est excessivement coûteux, il fonctionne sur d'autres modèles que le nôtre. Je pense que le bon modèle, il y a un modèle, c'est le modèle anglais, certes, mais il y a un modèle qui est plus proche encore du nôtre parce que lui, il est gratuit, c'est le modèle suisse. Et si vous regardez le fonctionnement des hautes écoles universitaires suisses, vous avez un modèle qui fonctionne très bien. Le coût d'accès est de l'ordre de 2% d'un salaire moyen, d'un salaire médian, pardon, d'un contribuable suisse. Le niveau universitaire, ça peut être également des universités de métier. C'est ça qui est extrêmement important. Nous, on assimile l'université à des centres de recherche, ce qu'elles ne sont pas. Hein, où on a moins d'une centaine d'universités en France. Sur la centaine d'universités en France, vous en avez une vingtaine qui font de la recherche, vous en avez 4 ou 5 qui font de la recherche de niveau international, et vous en avez plus de 70 Mm. des IUT. Et encore une fois, je n'ai aucun mépris pour les IUT. Donc, si vous prenez le modèle suisse ou le modèle allemand, vous avez parallèlement aux universités, aux hautes écoles universités, des hautes écoles spécialisées. Hein, et qui forment au métier d'infirmière, qui forment au métier Mm. du bois, Et je pense que c'est ça, hein, c'est la diversité de l'élite en Allemagne, dans le monde germanique, dont il faut s'inspirer. On ne peut pas avoir, comme en France, une élite dont l'instrument de mesure, ce sont les 82 types qui sortent de l'ENA. François Carson, sur notre monde, sur notre mode de gouvernance, excusez-moi, vous dites qu'il nous faut décentraliser la France pour de bon. Est-ce que vous trouvez au fond que la décentralisation faite sous l'ère Mitterrand n'est pas allée assez loin? Bah, écoutez, c'est pas qu'elle n'est pas allée assez loin, elle a quasiment pas avancé. La crise de la Covid nous montre à quel point la décentralisation est une fumisterie. Lorsque David Lisnard prend en tant que maire de Cannes des décisions, vous avez immédiatement un préfet de région qui vient pour contrecarrer Hmm. des mesures de salut public qui visent à protéger sa population. Vous avez aussi longtemps qu'on a une chaîne de commandement qui part
de l'Élysée, pour ensuite aller à Matignon, pour ensuite aller dans les différents ministères, pour ensuite aller dans les préfets, ensuite chez les sous-préfets, on a une décentralisation qui est factice. Mm. Alors on peut se réjouir des petits pas qui ont été faits depuis Mitterrand, ça reste quand même quelque chose de pathétique. Il faut que les régions puissent être mises en concurrence. Il faut qu'on puisse, par exemple, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologue, mais je sais qu'il y a des régions qui souffrent moins que d'autres de la pandémie. On doit pouvoir déconfiner des régions quand d'autres restent confinées, si le confinement reste la politique sanitaire optimale. Mais voir qu'on a les mêmes mesures qui sont prises de Mayotte à Saint-Pierre-et-Miquelon, en passant par Perpignan et Strasbourg, c'est concernant. Donc la décentralisation française, c'est un vœu pieux et vu de l'extérieur, c'est une fantaisie française. Alors pour continuer justement dans cet esprit, dans votre livre, François Garçon, vous dénoncez la propension du pouvoir à l'autoritarisme. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes les dérives liberticides auxquelles on a assisté avec la gestion de cette crise sanitaire, le problème de l'autoritarisme puisse s'amplifier? Non, alors alors là vraiment, je suis peut-être à contre-courant avec le modèle libéral, libertaire. Je ne crois pas du tout qu'on va vers un modèle autoritaire. Moi, je pense que là où ceux qui sont peut-être un peu complotistes voient un modèle autoritaire, moi, je vois une gestion par des bons à rien. C'est très, très différent. Ils sont mauvais. Et donc, on les suspecte d'être autoritaires avec des desseins qui pourraient éventuellement aller vers des formes d'illibéralisme. Non, moi je vois des gens qui sont incompétents. Et parce qu'ils sont incompétents, bah, écoutez, c'est comme le type qui a une tapette à mouches et qui les voit partout et donc qui n'arrête pas de taper sur les murs, sur les fenêtres. Donc je pense que fondamentalement, ce n'est pas une dérive autoritaire, ce sont des gens qui sont incompétents et dont la tête heurte les murs. Et comme la tête, c'est nous, bah, effectivement, c'est nous qui prenons les coups. Quelle responsabilité les médias portent-ils dans tout ce que vous dénoncez dans le déclin de la France? Alors, je fais un chapitre particulier sur les médias. Je pense que les médias, je pense à médias, aux grands médias, je pense au Figaro, je pense au Monde, je pense aux Échos, je pense à Libération. C'est des médias qui ne sont pas forcément extrêmement lus, mais en tout cas qui ont un poids politique. Je pense que les journalistes ont un poids gigantesque dans la culture de cette fausse élite, la culture de ces imposteurs, en ne cessant de célébrer leur parcours de formation initiale. Je pense que le jour où on cessera, comme le fait la presse allemande, comme le fait la presse anglo-saxonne, comme le fait la presse suisse, on cesse à partir lorsque l'individu est parvenu à l'âge de 25 ans, on cesse de dire qu'il a fait Normal Sup, on cesse de dire qu'il a fait Mmh. l'X, on cesse de dire qu'il a fait HEC, et qu'on se réfère uniquement à ce qu'il a fait professionnellement dans les 6 mois qui précèdent. On fait un formidable pas en avant pour démonétiser ces supports de notoriété que sont ces grandes écoles que je mets entre guillemets, et qui sont des supports de notoriété factice. C'est bidon. Donc je pense que les médias ont une énorme responsabilité, et je pense qu'il faudrait cesser une fois pour toutes de rappeler à 77 ans qu'un tel a fait Normal Sup, entre Mmh. parenthèses Mmh. Ulm, parce qu'on sait très bien que Ulm est plus prestigieux que Fontenay, qui est moins prestigieux. Enfin, c'est Mmh. grotesque, c'est accablant, et ça procède d'une économie de rente. Hein. Une fois que c'est pour ça qu'il y a une telle bataille pour les concours, qu'il y a une telle bataille pour ces écoles qui n'ont aucun prestige international. Je répète, ces écoles n'ont aucun prestige international. Je pense à l'ENA, à l'X Polytechnique n'a aucun Ouais. prestige international. Les écoles polytechniques qui comptent sur la planète entière, elles sont à Zurich et elles sont à Lausanne. Et quand je dis elles comptent sur la planète entière, c'est pas moi. Dans tous les rankings internationaux, on ne parle que de Lausanne et que de Zurich. On ne parle jamais de l'école polytechnique à Palaiseau. J'ai enseigné 20 ans à Palaiseau. Je tiens quand même à le dire, hein, et je sais, et je parle en connaissance de cause. Ce sont de gentils
et brillant scolaire, point barre. Donc, François Garçon, venons-en un petit peu au modèle suisse que vous évoquez dans votre ouvrage. Vous dites que voilà, elle s'avère une excellente en matière industrielle au niveau de la compétitivité de ses entreprises. Pour ce qui est du niveau de vie de sa population, c'est quoi le secret de la Suisse? alors écoutez, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, je dirais, le premier secret, c'est la subsidiarité. Alors, je pense que beaucoup de vos téléspectateurs et auditeurs doivent ignorer ce que signifie le mot de subsidiarité, puisque j'ai eu peine à le trouver dans les grands dictionnaires de la langue française. On parle de troupes venant de façon subsidiaire dans les armées, mais le terme de subsidiarité. La subsidiarité, c'est la capacité qu'ont les citoyens à la base d'exercer des compétences et ce n'est que dans l'incapacité pour elle-même d'exercer ces compétences qu'elle les délègue à une autorité supérieure. Donc ça veut dire que le système suisse fonctionne sur le principe de la subsidiarité qui commence au niveau communal, qui ensuite remonte au niveau cantonal et à l'extrémité, lorsque les compétences ne peuvent être gérées au niveau des cantons, il y a 26 cantons, elles sont exercées au niveau fédéral. Au niveau fédéral, vous avez la défense du territoire et puis vous avez les douanes. D'accord, mais c'est extrêmement limité. Donc, je reviens à votre question. Quel est le ressort de la prospérité suisse et les ressorts du miracle suisse? C'est la subsidiarité. C'est-à-dire cette capacité qu'ont eu les citoyens à conserver des compétences à la base et à les exercer directement. Je pense que c'est le premier point. Évidemment, la subsidiarité va avec la cantonalisation, c'est-à-dire la décentralisation à la Suisse, c'est-à-dire un fédéralisme extrêmement poussé. Je rappelle que les 26 cantons sont en concurrence les uns avec les autres. Quand j'entends ou quand je lis dans Alternative économique, que je lis quand même relativement peu, mais qu'il y a un problème avec la sous-taxation fiscale en Suisse et le dumping fiscal en Suisse, a échappé aux collaborateurs d'Alternative économique que la première concurrence fiscale en Suisse, elle est intercantonale. C'est-à-dire Zug mène la guerre contre Genève, qui mène la guerre contre le canton de Vaud, qui lui-même se bat contre Bâle au niveau de la fiscalité. Donc la décentralisation suisse, la cantonalisation suisse va extrêmement loin. Hein. Elle participe de cette subsidiarité et je pense que c'est l'autre ressort du miracle suisse. Il y a d'autres éléments. Il y a ce qui nous différencie beaucoup des Suisses, c'est un amour du travail. Hein, le travail est une valeur qui est une valeur noble. Je rappelle que les Suisses travaillent 1900 heures par année et nous, Français, travaillons 1600. C'est quand même un delta de 300 heures. C'est un delta d'environ 7 semaines. Hein, 7 semaines par année. Les Suisses travaillent 7 semaines de plus. Ce qui explique peut-être que lorsque vous vous lancez dans une entreprise, lorsque vous lancez votre propre entreprise, ben, entre une fiscalité attrayante, une fiscalité qui est stable et qui est plutôt révisée à la baisse, puisqu'on est dans un système de concurrence intercantonale. Vous vous établissez plutôt en Suisse avec des gens dont vous savez qu'ils sont bien formés, le niveau de formation est extrêmement poussé, à travers l'apprentissage dual, si vous voulez, on pourra en parler, à travers les hautes écoles universitaires, à travers les hautes écoles spécialisées, à travers une main-d'œuvre qui est bien formée, abondante et qui est laborieuse. Écoutez, voilà des éléments du miracle suisse associés à une stabilité politique qui est appréciable. Hein. Là, on parle par exemple de ce qui s'est passé avec le Brexit. C'est quelque chose qui bouleverse l'économie et pas simplement l'économie, mais les entreprises étrangères qui s'étaient installées en Angleterre pour bénéficier davantage de géographique, de logistique, fiscale, etc. François Garçon, justement, vous évoquez le Brexit. Est-ce que, selon vous, la non-appartenance de la Suisse à l'Union européenne, le fait qu'elle soit hors de l'euro et que son franc soit extrêmement puissant, en tout cas que dans le monde entier, le franc suisse ait une valeur certaine, le fait que la fonction publique suisse est certainement moins titanesque que la française, est-ce que tout cet ensemble de choses vous semble aller dans le sens de la Suisse?
Alors, je ne sais pas si la prospérité suisse est liée au fait qu'elle n'appartienne pas à l'Union européenne. Vous savez que depuis 1992, vous avez une cicatrice qui continue de couler de chez tous ceux qui ont milité pour que la Suisse rejoigne l'espace économique européen. Ça fait quand même jamais que 18, ça fait presque 30 ans, hein. Euh, je pense que c'est peut-être un des éléments, mais je pense que l'élément principal, c'est encore une fois, la Suisse est un pays de 8 millions et demi d'habitants. Donc, si c'est important pour vos auditeurs et téléspectateurs, c'est pas la principauté de Monaco, hein, c'est 8 millions et demi d'habitants. Euh, c'est un pays qui s'est bâti sur l'exportation, c'est un pays dont l'économie s'est bâtie sur l'export, euh, puisque le marché national est un marché qui est trop petit, et c'est aussi un point important qui me vient à l'esprit en vous parlant, c'est un marché où l'État n'est pas intervenu comme facteur dynamisant l'économie. Hein, contrairement à la France où vous avez des mécanismes de commande publique dans le ferroviaire, dans l'automobile, dans l'aviation, dans l'aéronautique. La Suisse, les industriels suisses, les entrepreneurs suisses ont dû se tourner vers le marché international et continuent de se tourner vers le marché international dès l'instant où ils lancent un produit, puisque le produit ne peut trouver à s'équilibrer sur le seul marché des nationaux. Donc vous avez des firmes comme Novartis, comme Roche, comme Nestlé, hein, qui sont effectivement des firmes qui sont planétaires, parce que quand vous vendez du médicament, quand vous fabriquez du médicament, quand vous fabriquez des produits agroalimentaires de qualité, c'est la planète qui est votre marché et non pas les résidents du canton. Donc, c'est, à mon avis, ce sont là des ingrédients qui sont fondamentaux dans la compréhension de la bonne santé de l'économie et de la société suisse. Justement, François Garçon, restons un instant sur la réussite économique de la Suisse. Vous dites que le fédéralisme contrarie l'action des lobbies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, tout en précisant que le fédéralisme, la Suisse est une confédération? Oui, alors, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal, mais ça l'est pas. Il y a que un bon lobbyiste en France, il assiège l'Assemblée nationale, voire il assiège quelques ministres, et il arrive à obtenir gain de cause. C'est-à-dire qu'on passe une loi, les décrets suivront, et ça rentrera dans le Code des obligations. Ça n'est pas le cas en Suisse. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, d'entrepreneurs qui ont cru qu'en allant à Berne, en discutant avec certains députés, des parlementaires fédéraux, euh, au Conseil national, au Conseil des États, ça suffisait pour remporter la mise. Regardez ce qui s'est passé il y a maintenant une dizaine d'années avec l'achat des avions de combat qui devaient renouveler la flotte militaire suisse. Euh, les Finlandais, Gripen, sont allés à Berne, ils ont emporté la mise, c'est-à-dire que c'était gagné, ils vendaient je crois, pour 6 milliards d'euros leurs avions. Il se trouve que 10 citoyens suisses ont estimé que c'était une somme qui était gaspillée, que ces avions ne convenaient pas. Donc ils ont lancé un référendum facultatif, c'est-à-dire un référendum abrogatif visant à s'opposer à cet achat. Ça a été ensuite validé, ça a été ensuite proposé à l'ensemble du corps électoral suisse qui a refusé l'achat de l'avion. Donc le fédéralisme a quelque chose de très particulier. D'une part, le pouvoir est décentralisé dans les 26 cantons, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir une décision qui est valable pour l'ensemble du territoire dans un nombre considérable de domaines. Vous ne pouvez pas emporter l'adhésion des parlementaires fédéraux, puisqu'ensuite ça doit être validé dans les cantons. Donc ça, et ensuite, pour beaucoup de mesures, elles doivent ensuite se répercuter dans les communes. Il y en a 2200. Ce qui fait qu'on est dans, une espèce de gigantesque nœud de cordage dans lequel le lobbyiste est perdu. Hmm. Hein. À qui doit-il s'adresser? Au Parlement cantonal? À l'Assemblée communale? Au Parlement fédéral? À qui dois-je m'adresser? Puisque, Il n'a pas de prise. Ouais. in fine,
les citoyens ont la capacité de casser une loi cantonale, de casser une loi fédérale via le référendum abrogatif. Donc vous nous parlez de référendum abrogatif, d'initiatives populaires qui marchent très bien en Suisse, François Garçon. On a vu pendant la crise des Gilets jaunes, ces Gilets jaunes nous proposaient ce référendum d'initiative citoyenne. On les a tout de suite renvoyés, en tout cas dans les médias, dans la classe politique, en leur disant qu'ils étaient des populistes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que voilà, la démocratie directe, c'est du populisme? Alors, je fais la démonstration quand même que ça n'est pas du populisme, c'est-à-dire que la démocratie directe telle qu'elle fonctionne, en tout cas en Suisse, est le meilleur allié de la démocratie représentative. C'est-à-dire que, d'une part, ça borde le travail des élus, ça les empêche de faire n'importe quoi, ils se savent surveiller et généralement font du bon boulot. Je n'en veux pour preuve que la prospérité suisse, la stabilité politique suisse, fiscale, et la prospérité économique. Bref, donc, dire que la démocratie directe, c'est la porte ouverte au populisme, c'est en tout cas c'est être aveugle à la manière dont cette démocratie directe fonctionne en Suisse. Alors, démocratie directe et démocratie directe. Je fais référence à la démocratie directe suisse, je ne fais pas de référence à la démocratie directe américaine, c'est-à-dire à tout le système de référendum plébiscitaire que l'on peut trouver dans à peu près 25 des 50 États américains, puisque là, on réendosse la combinaison du plébiscite français, c'est-à-dire du référendum français, une question unique, répondre par oui et par non, et généralement, effectivement, c'est la porte ouverte au populisme, puisque les gens, étant mécontents, ne répondent jamais à la question. Je montre dans mon livre comment le système référendaire suisse est d'une extrême complexité. Quand je dis complexité, j'ai peur désormais que les auditeurs et les téléspectateurs se disent « Oh là là, cette complexité ». Non, c'est d'une grande simplicité. C'est-à-dire que le même jour, c'est calé sur les 20 prochaines années, tous les 3 mois, les Suisses savent qu'ils vont devoir répondre à 3, 4, 5 questions le même jour qui n'ont rien à voir. Ce sont des questions d'ordre communal, sur faut-il agrandir le préau de l'école communale, faut-il augmenter les prix de la piscine, puis après il y a des questions d'ordre cantonal, doit-on modifier la fiscalité des entreprises dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud, et puis au niveau fédéral, doit-on introduire un passeport sanitaire pour l'ensemble du pays? Et dans ces conditions, le citoyen est forcé de faire usage de son cerveau avant de cocher sur son bulletin de vote oui ou non. Et qu'on vienne m'expliquer en quoi cette démarche citoyenne est populiste. Ceux qui utilisent ce concept sont des gens qui sont formés à l'élite française, qui sont habitués à son omniscience et qui décident que seule cette élite, dont on a vu par ailleurs qu'elle était d'une incompétence crasse, était en mesure de prendre des décisions intelligentes. Je fais la démonstration et je pense que n'importe quel Français peut aujourd'hui voir que cette élite, qu'elle soit nationale mais même communale, est une mauvaise élite. Regardez la prolifération des ronds-points. Pourquoi a-t-on autant de ronds-points à 1 million d'euros? Pourquoi la France possède-t-elle la moitié des ronds-points de la planète? À signaler peut-être aussi pour terminer, François Garçon, que les médias en Suisse s'associent à ce processus démocratique avec l'organisation de grands débats, avec voilà, le camp du pour, le camp du contre. Enfin voilà, les médias s'associent totalement à ce processus. François Garçon, je pense que nos téléspectateurs auront bien compris l'esprit de votre livre avec cette interview, ce livre que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. J'en rappelle le titre France, démocratie défaillante. Il est temps de s'inspirer de la Suisse. Merci François Garçon. Merci à vous.